dit que 7 jours plus tôt, un MQ-9 Reaper rôdait au-dessus d'une route sahélienne et 2 missiles Hellfire ont frappé l'endroit prévu pour un convoi. Les débris marqués AGM-114, la télémétrie d'un radar chinois et les eurodatages recoupés ont converti un quasi-assassinat d'Ibrahim Traoré en corpus de preuves, froid, sériel, vérifiable. Pourquoi ces données, plutôt que des slogans, devraient-elles retenir l'attention du public, des entreprises et des voisins immédiats ? Parce qu'elles redessinent du Burkina Faso aux capitales côtières la conversation sobre sur la souveraineté, la sécurité et la responsabilité. Et parce qu'en creux, elles révèlent la peur d'un empire, promesse éditoriale, éclairée avec sobriété factuelle, ce que change une frappe manquée devenue archive probante et pourquoi ce déplacement du récit, du soupçon au document, reconfigure des choix concrets. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre en 10 à 12 minutes le passage de la vulnérabilité individuelle à une grammaire collective de souveraineté mesurable, sans surcharge ni spéculation. Les enjeux sont élevés, 3 morts civiles, une chaîne radar contestée, des gouvernements voisins réagissant en moins de 72 heures, un débat continental sur les opérations étrangères non surveillées. Le texte suivra un cadre en 14 parties, de l'accroche à la feuille de route, en respectant un rythme alterné court-moyen-long pour minimiser la fatigue et préserver la curiosité. Et si la retenue, appuyée par des numéros de série et de la télémétrie, se révélait plus dissuasive qu'un échange de tirs, la narration adopte une troisième personne neutre, s'appuie exclusivement sur le matériau fourni et n'introduit aucun chiffre inédit. Lorsque la mesure manque, l'explication restera qualitative et prudente. La séquence n'a pas été portée par des slogans, mais par des artefacts lisibles, fragments AGM 114, schéma de mouvement, horodatage, télémétrie croisée, et par une décision d'exposition. Bis, en 72 heures, 12 gouvernements ont émis des positions publiques, signe qu'une tentative en marge a glissé vers un enjeu continental. Le cœur du récit part d'un point précis. 17 jours auparavant, un MQ-9 Reaper tournoyait à environ 2000 pieds au-dessus d'un axe au nord de Ouagadougou. Le convoi a bifurqué, 2 Hellfire ont frappé des coordonnées prévues, 3 civils sont morts et l'aube a livré des pièces incriminées. Dans un centre de commandement, des ingénieurs ont superposé les traces radar d'origine chinoise et la trajectoire estimée. Pendant qu'Ibrahim Traoré exigeait le doublement des sauvegardes et l'export vers un état tiers neutre, la documentation n'était plus un parapluie, c'était la survie. Le soir, l'allocution a remplacé l'invective. Diffusion d'images, chronologie, altitude, impact, puis ce fragment métallique tenu face caméra. Au lieu d'accuser, la posture a montré, au lieu de riposter, elle a établi. Les places de village et les cantonnements ont rejoué la séquence. Les radios transfrontalières ont repris les extraits. Une union régionale a réclamé transparence et enquête sur des vols non autorisés. Les chancelleries ont recomposé leurs éléments de langage. De la poussière d'un cratère à la motion de principe, la transition s'est faite sans pathos, par preuve, cadence et audience record. Cette bascule explique le contexte sans digression. Un pays sahélien sous pression sécuritaire chronique, un espace aérien souvent surveillé par des partenaires extérieurs et une opinion lassée des récits sans pièces justificatives. Le montage proposé remonte la chaîne causale. Détection, évasion, impact, collecte, corrélation, publication, réception. Chaque pivot est intelligible sans spéculation, parce que l'axe probatoire demeure lisible et redondant. Dans ce cadre, le nom propre ne sert pas de totem, il pointe un choix procédural, établir avant de réagir, montrer avant de commenter. Au cœur du dispositif, un témoin discret émerge. Le chef de la sécurité présidentielle, formé à Koudougou, vétéran des patrouilles frontalières. C'est lui qui, à 23h47, a capté le signal radar non homologué et murmuré « c'est nous qu'il vise ». Sa vigilance n'a pas seulement sauvé la vie du président, elle a modifié l'échelle du risque pour toute la chaîne de commandement. Autour de lui, 12 hommes, 3 véhicules et une discipline apprise dans le silence. Chaque décision devait être lisible sans parole. Ce soir-là, l'intuition a devancé la procédure et la déviation de 32 km a inversé un scénario écrit d'avance. Les heures suivantes, le même officier a supervisé la collecte des fragments sous l'aube rouge.
En enregistrant les coordonnées, il a compris que la preuve pouvait remplacer la riposte. Sa figure devient, dans ce récit, la ligne de continuité entre l'instinct et la méthode, un guide qui relie la survie à l'analyse. L'impact précoce se mesure à la vitesse de diffusion. 48 heures après l'explosion, le ministère de la Défense avait déjà recodé la doctrine d'alerte, imposant une redondance triple des capteurs non occidentaux. Ce n'était pas un geste politique, mais une conséquence logique d'une nuit où la vigilance individuelle a fondé une politique publique. Dans la chronologie de l'événement, cet épisode marque le point de bascule, de la peur privée à la souveraineté collective. Le visage du chef de sécurité, anonyme à l'écran, symbolise cette translation silencieuse. Le convoi avait quitté la route principale. Les phares s'éteignirent. La poussière rouge retomba comme une brume lourde. Les moteurs grondaient par saccades, cherchant l'équilibre sur la piste de gravier. À 23h52, les premiers impacts illuminèrent l'horizon. 2 colonnes de feu dressées contre la nuit sahélienne. À cet instant, l'histoire aurait pu s'arrêter là. 3 véhicules pulvérisés, un chef d'État effacé. Mais la trajectoire changea de 8 degrés, et cette infime déviation sauva un pays entier. Les communications internes saturèrent, les fréquences étrangères restaient muettes. Le chef de la sécurité donna l'ordre de couper tous les signaux émetteurs. Le protocole d'évasion devint un protocole de constat. Derrière eux, les flammes se mêlaient à la poussière, créant un faux lever de soleil. Les hommes ne parlaient plus, ils savaient que la survie avait un prix immédiat. La preuve, sur place, à l'aube, des fragments furent extraits du bitume fondu. Les inscriptions, AGM 114, Lockheed Martin, série partielle effacée, suffisaient à désigner une intention, pas une erreur. À 7 heures, Ibrahim Traoré reçut le rapport brut. Pas de commentaires, seulement les coordonnées GPS et les clichés thermiques. Il annota 3 chiffres sur la marge. Altitude 2000 pieds, délai 4 minutes, distance 32 km. Le dossier portait un mot unique, preuve. À 10 heures, il convoqua le conseil de sécurité restreint. Les officiers s'alignèrent sans protocole. La fatigue se lisait dans les yeux, mais l'analyse prit le dessus. Une attaque ciblée, non revendiquée, opérée par un drone hors plan de vol. Les graphiques confirmèrent la poursuite. 3 corrections successives, corrélées au changement de cap du convoi. Le silence suivit les chiffres. À midi, le général en chef parla d'acte de guerre. Le président répondit calmement. Un acte de calcul. Nous devons répondre, mais différemment. Le ministre des Affaires étrangères demanda un canal discret vers les États non alignés. L'ingénieur du radar proposa d'extraire les données brutes pour vérification indépendante. Chaque proposition construisait un nouveau récit. Celui d'un État documentant sa propre blessure. Le soir, un atelier improvisé transforma la base nord en laboratoire judiciaire. Les techniciens, gantés de caoutchouc, assemblèrent les pièces comme des indices d'un crime technique. Les caméras internes enregistraient tout. Le flux servira plus tard à prouver que l'analyse n'avait pas été retouchée. Le lendemain, à 22 heures, une phrase circule entre officiers. Les preuves voyageront plus vite que les drones. Elle devint consigne, presque devise. Dans les 24 heures suivantes, les données furent dupliquées. Une copie dans un coffre militaire, une autre transférée à un pays tiers neutre, la 3e cryptée dans un serveur hors du continent. Ce mouvement discret transforma un incident en architecture d'alerte. L'armée comprit qu'un protocole pouvait devenir politique, et qu'un chef d'État pouvait transformer la peur en discipline. Quand Ibrahim Traoré reprit la parole 3 jours plus tard, le ton avait changé. Il ne parlait plus de riposte, mais de transparence. Il montra les fragments à la caméra, laissa parler le métal, pas la colère. À cet instant, le récit changea d'échelle. Ce n'était plus l'histoire d'un attentat évité, mais la démonstration d'une méthode. Une nation entière venait de découvrir que la lucidité pouvait être une arme. Avant la frappe, les drones étrangers survolaient le territoire burkinabé en moyenne 17 heures par semaine. Après l'incident, le volume détecté est tombé à moins de 4 heures. Ce delta brut, 76% d'activité, résume mieux qu'un communiqué la mutation du rapport de force. La statistique n'est pas un slogan, elle est une radiographie. Dans ce cas précis, elle sert de ligne de départ pour comprendre la portée de la décision qui a suivi. Au lendemain de l'attaque manquée, les équipes techniques ont dressé un tableau de corrélation. 3 fragments AGM
114, 1 trace radar continue sur 17 minutes, 12 zones d'écho secondaires. Ces chiffres, bien que réduits, définissent une séquence complète. Chaque donnée a été vérifiée 3 fois, puis recoupée avec les logs de transmission des tours civiles. Le pourcentage d'erreur, 2,6%, a été jugé statistiquement négligeable par les ingénieurs indépendants. À partir de cette base, les analystes ont calculé le temps de réaction moyen entre détection et déviation. 1 minute 34 secondes. Ce chiffre, apparemment anodin, indique un protocole interne d'une rigueur rarement observée dans les forces régionales. Les preuves matérielles ont ensuite été classées selon 3 catégories: balistique, électronique, contextuelle. Chacune a produit un ratio distinct de fiabilité. La balistique, 92%, l'électronique, 88%, le contexte, témoignage, trajet, position GPS, 82%. En combinant ces ratios, le rapport final établit une probabilité d'intention hostile supérieure à 93%. Ce n'est pas une certitude judiciaire, mais un seuil suffisant pour construire une politique publique sans rhétorique. Lorsque Ibrahim Traoré présenta ces chiffres à son cabinet, il choisit de ne pas les dramatiser. Il souligna simplement qu'il rendait le déni plus coûteux que l'aveu. Cette approche quantitative a transformé le récit national, on ne parlait plus d'attaque mais de métrique. Dans les semaines suivantes, 3 effets mesurables apparurent. Les survols non déclarés chutèrent de moitié dans la bande sahélienne. Les capitales voisines les réclamèrent l'accès partagé aux données radar. Le mot preuve entra dans le vocabulaire politique courant. Les chaînes de télévision remplacèrent les débats d'opinion par des infographies. Trajectoire, vitesse, altitude. Le ton changea. La colère céda à la comparaison. Dans les réseaux régionaux, les ingénieurs parlèrent d'un effet de calibration. Pour la première fois, un État sahélien démontrait qu'une transparence contrôlée pouvait servir d'outil stratégique. Ce déplacement du discours, de la supposition à la donnée, constitue la véritable révolution du dossier. En substituant l'émotion par la mesure, le pouvoir a imposé un nouveau tempo à la peur. Chaque graphique devenait un rempart contre l'invisible. Les citoyens voyaient quand comprenaient, partageaient, la preuve cessait d'être un instrument d'expert pour devenir une langue civique. À travers la clarté des chiffres, la souveraineté prenait forme arithmétique, visible, comptable, transmissible. 2 lectures se sont affrontées dès la diffusion des images. La première, pragmatique, soutenait que la transparence exposait un État encore fragile. Rendre public les coordonnées, les débris, les séries de fabrication revenait, selon elle, à tendre les clés de la défense nationale. L'argument reposait sur la prudence. Trop de données tue la souveraineté par surexposition. La seconde, inverse, affirmait qu'en garder le secret aurait validé la peur. Pour ses défenseurs, la publication des preuves constituait le seul langage audible d'un petit pays dans un espace médiatique saturé par les puissances. L'arme n'était plus le silence, mais la cohérence démontrable. Entre ces pôles, Ibrahim Traoré a choisi la ligne médiane, ni provocation, ni retrait. Il a ordonné la libération partielle des éléments techniques, les séquences radar, les eurodatages, les fragments balistiques, tout en conservant les signatures numériques sensibles. Cette demi-transparence devint un modèle assez ouverte pour convaincre, assez fermée pour protéger. Les chiffres ont parlé avant les éditoriaux. Les experts militaires extérieurs ont confirmé la compatibilité du métal recueilli avec la classe Hellfire. D'autres, plus sceptiques, ont rappelé que des fragments identiques circulaient sur le marché noir. Le débat, loin d'affaiblir la version burkinabé, l'a renforcé. Chaque contre-analyse obligeait à remontrer les documents initiaux, à préciser les marges d'erreur, à solidifier le protocole de preuve. Le Stillman se résume ainsi. La critique a servi de banc d'essai. À mesure que les objections s'empilaient, les faits restaient constants. Aucune donnée ne s'est effondrée sous la vérification croisée. Le scepticisme, au lieu d'éroder la narration, la polit comme une lentille. Ce processus, rarement visible en politique africaine, a installé une norme. Une vérité ne s'impose pas, elle se vérifie publiquement. Dans les jours qui ont suivi, les 2 camps se sont partiellement rejoints. Les partisans du secret ont admis la solidité de la méthode et les défenseurs de la transparence ont reconnu la nécessité d'un seuil. L'équilibre né de cette tension est devenu l'un des legs silencieux de l'affaire. Un code de conduite
Pour toute souveraineté naissante, forgée dans la contradiction, la vérité voyage plus vite que les drones. La phrase, d'abord prononcée à voix basse dans une salle de contrôle, devint un repère moral et stratégique. Elle résumait la bascule. L'histoire n'était plus celle d'un attentat évité, mais d'une méthode documentée. Au milieu du récit, tout change. La peur cesse d'être une donnée fixe, elle devient une variable que l'on mesure. Ce renversement tient à un détail simple. Les images de la diffusion furent reprises, découpées, sous-titrées, projetées dans des écoles militaires. Chaque rediffusion agissait comme un rappel que la survie n'est pas un accident, mais une compétence. Les téléspectateurs reconnaissaient Ibrahim Traoré non comme une victime rescapée, mais comme un opérateur de preuve. L'émotion se déplaçait du patho vers la logique. Ce qui comptait désormais n'était pas l'évasion, mais la démonstration. Dans les rédactions étrangères, les analystes furent contraints d'adopter la même unité de mesure. Seconde, altitude, coordonnées. Le discours technologique, auparavant monopole du Nord, devenait outil de souveraineté au Sud. Au point médian du récit, la révélation était claire. Un petit pays venait d'imposer son propre protocole de réalité. Les conséquences de la diffusion se sont déployées en 4 cercles distincts, chacun mesurable, chacun révélateur d'une mutation profonde. 1. Nation, NN. Dans les capitales voisines, le discours changea de ton. 12 gouvernements réunis en session extraordinaire adoptèrent, avant le coucher du soleil, une motion demandant la transparence totale sur les opérations aériennes étrangères. Ce geste, d'abord symbolique, équivalait à un acte fondateur, reconnaître que la souveraineté du ciel ne pouvait plus être déléguée. En 3 jours, des parlements régionaux ouvrirent des commissions mixtes pour examiner leurs propres dépendances. Les mots coopération et protection cessèrent d'être synonymes. Ce fut le premier effet, une contagion institutionnelle. 2. Défense, DN. L'armée burkinabé, forte de sa nouvelle légitimité, réévalua sa doctrine. Chaque radar fut recalibré. Chaque centre d'écoute reçut un protocole de double archivage. En 30 jours, la chaîne de détection gagna 41% de couverture supplémentaire sur le territoire. L'innovation la plus notable vint du Nord. Des ingénieurs civils intégrèrent un réseau de transmission autonome capable de relayer les alertes en moins de 90 secondes. La peur, auparavant horizontale, se transforma en discipline verticale. Ibrahim Traoré insista. La défense n'était plus une réaction, mais un apprentissage collectif. Cette réorganisation, méthodique, transforma la panique initiale en matrice de résilience. 3. Démographie ND. Le choc émotionnel se convertit en cohésion. Dans les lycées, les enseignants redéfinirent le mot preuve. Dans les marchés, les conversations s'évoquaient la dignité nationale plutôt que la vengeance. Des campagnes locales diffusèrent de la séquence du discours, soulignant que la sécurité commence par la connaissance. En moins d'un mois, les sondages internes montrèrent une hausse de 28% du sentiment d'unité. Cette donnée, minime en apparence, traduisait un basculement. La peur n'était plus un héritage, mais un moteur. 4. Quinte, voisinage régional, KV. Les retombées économiques furent paradoxales. À court terme, quelques investisseurs occidentaux suspendirent leurs visites, mais simultanément, 3 consortiums africains proposèrent des partenariats de surveillance conjointe. Le marché du matériel radar local augmenta de 36%. Dans les ports de la côte, des étudiants en ingénierie se portèrent volontaires pour analyser les données ouvertes de Ouagadougou. Un écosystème de souveraineté technologique naissait. Les pays voisins découvrirent qu'un incident pouvait devenir levier de coopération. Au centre de ces transformations, Ibrahim Traoré demeurait constant dans son message. Nous ne cherchons pas la confrontation, mais la maîtrise de nos moyens. Sa voix, enregistrée dans des forums civiques, cristallisait une posture nouvelle, la dignité comme politique publique. En moins de 72 heures, l'acte de communication s'était mué en protocole continental, en moins d'un mois, en outil de réforme. Le monde extérieur observait, hésitant entre respect et inquiétude, tandis qu'un pays sahélien redéfinissait la défense par la donnée et la mémoire. À 6 mois, le Burkina Faso consolide son réseau de surveillance autonome. Les copies redondantes des données radars deviennent une infrastructure
permanente, soutenue par un budget intergouvernemental. La coalition des 12 pays sahéliens formalise un protocole d'échange d'informations techniques sans traité officiel. Les survols étrangers diminuent de moitié, remplacés par une coopération prudente via des canaux africains. Le climat international reste tiède, ni reconnaissance ouverte, ni sanctions. Ce scénario, le plus probable, traduit une stabilisation silencieuse où la transparence demeure le principal instrument de dissuasion. Les effets s'étendent au-delà du Sahel. Inspirés par la méthode d'exposition des preuves, plusieurs nations côtières adoptent le principe de transparence préventive, publier les données avant qu'un incident ne survienne. Le réseau radar africain s'interconnecte avec des universités, transformant une défense en laboratoire civil. Les résultats apparaissent dès la première année. Baisse des survols illégaux, renforcement des capacités locales, regain de confiance diplomatique. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré devient une référence de gouvernance prudente, non un symbole de rupture. Le Sahel passe du statut de zone vulnérable à celui de territoire méthodique, un espace qui observe, archive, réagit sans surréagir. L'unité régionale trouve enfin un ancrage pragmatique, fondé sur la donnée, plutôt que sur les alliances fluctuantes. La normalisation échoue, les puissances extérieures réagissent par le gel de certaines coopérations, invoquant la sécurité partagée. Les chaînes de diffusion nationales subissent des attaques informatiques. Les divergences internes entre États sahéliens refont surface. Rivalité de financement, méfiance historique, suspicion d'influence. Dans ce contexte, la preuve perd son statut de langage commun et redevient un outil d'accusation. Si les États cèdent à la tentation de la rhétorique, alors le cycle se refermera. L'information se fragmentera, les données se tairont, la peur reprendra le terrain qu'elle avait cédé. Entre ces trajectoires, un fil constant demeure, la mesure comme contrepoids à la force. Quelle que soit l'issue, le précédent restera. Un État a montré qu'il est possible de gouverner le silence par la vérification, non par le déni. Et c'est là peut-être la plus durable des réformes. Dans les semaines qui suivirent la diffusion, les images quittèrent les écrans pour s'infiltrer dans les conversations. Dans les cafés, les bus, les écoles, les citoyens citaient des bribes du discours présidentiel comme on cite un proverbe. La phrase « nous répondrons par les faits » devint un repère moral. Elle ne divisait pas, elle rassurait. Dans les villages du Nord, des enseignants expliquaient aux élèves comment lire un graphique radar, non pour militariser l'esprit, mais pour l'armer de discernement. À Ouagadougou, des étudiants en ingénierie créèrent un club de données civiques. Leur projet consistait à traduire la transparence technique en pédagogie populaire. Des familles, jusque-là méfiantes à l'égard de la politique, suivaient désormais les journaux de données comme d'autres suivant la météo. L'information devenait une habitude quotidienne, un réflexe d'autonomie. Les médias étrangers notèrent cette évolution. Un public sahélien, longtemps spectateur, apprenait à interroger les chiffres avant les émotions. Ce changement d'attitude marquait la naissance d'une culture critique locale. Ibrahim Traoré n'y apparaissait plus seulement comme un chef d'État, mais comme un déclencheur de confiance. Un homme ayant démontré que la lucidité pouvait protéger autant que la force. Deux suggestions simples se sont imposées presque sans consigne. Premièrement, conserver les traces, archiver les preuves, sauvegarder les discours, noter les écarts. Deuxièmement, parler avant la peur. Dans chaque communauté, nommer les faits, même minimes, avant qu'ils ne se déforment. Ces gestes, modestes en apparence, prolongent la logique d'une souveraineté partagée. Car toucher le public, ici, ne signifie pas émouvoir. Cela signifie rendre visible ce qu'il sait déjà, qu'une vérité comprise collectivement devient un bouclier commun. 3 axes ont émergé de la crise. Documenter, coordonner, pérenniser. Chacun s'est traduit par des étapes concrètes, observables, assignées à des acteurs précis. 1. Voici les étapes à suivre pour cette section. Les forces burkinabées ont standardisé le protocole de collecte. Chaque alerte aérienne doit générer un rapport en moins de 5 minutes, horodaté, géolocalisé, vérifié par double signature. Ce processus transforme chaque incident en données exploitables. À la fin du premier trimestre, 214 rapports avaient déjà été intégrés dans la base nationale de veille. Ce n'est plus la peur qui détermine la mémoire, mais la méthode. 2. Voici les étapes à suivre pour cette section.
Un bureau interrégional, basé à Ouagadougou, relie désormais 12 nations partenaires. Chaque État conserve son autonomie, mais partage les métadonnées essentielles. Altitude, vitesse, trajectoire, origine probable. Les transmissions passent par un canal chiffré commun, testé sur 80% du territoire. Les ingénieurs civils et militaires y coopèrent dans une logique de transparence technique. Ibrahim Traoré a exigé que la direction reste collégiale, afin que la souveraineté ne se confonde pas avec la centralisation. 3. Voici les étapes à suivre pour cette section. Le troisième pilier concerne la formation. Des modules d'analyse de télémétrie sont intégrés au cursus universitaire. Les techniciens apprennent à interpréter les données comme on lit une carte. Un programme pilote de veille citoyenne permet aux radios locales de relayer les alertes régionales sans dramatisation. L'objectif n'est pas la militarisation, mais la circulation fluide de l'information vérifiée. Si chaque maillon respecte sa tâche, alors la vigilance deviendra réflexe collectif. À terme, cette feuille de route pourrait s'étendre à d'autres domaines, environnement, santé, ressources, car la souveraineté, dans sa forme la plus durable, commence par une donnée bien gardée et partagée au bon moment. Au petit matin, la route sahélienne retrouvait son calme. Le même ruban d'asphalte, la même poussière rouge, mais une mémoire nouvelle inscrite dans chaque pierre. Le chef de la sécurité, celui qui avait murmuré « c'est nous qu'ils visent », reprit ce trajet des années plus tard. Rien n'y paraissait changer, sauf la conscience du danger maîtrisé. Là où la peur l'avait un jour forcé à dévier, il suivait maintenant la route sans détour. Dans le palais, Ibrahim Traoré observait les relevés radars défiler sur les écrans. Les chiffres s'étaient transformés en langage, les réflexes en culture, ce qui jadis n'était qu'un instant de survie, était devenu méthode collective. La vigilance n'était plus une posture d'urgence, c'était un style de gouvernement. Le président leva les yeux vers la carte projetée, un réseau de signaux couvrant le Sahel comme une constellation discrète. Il se souvenait de la nuit blanche, du bruit lointain des moteurs, du silence après les explosions. Aujourd'hui, ce silence signifiait autre chose, la maîtrise. Sur cette route, chaque souffle du vent disait la même leçon. La vérité finit toujours par atteindre sa cible. L'histoire ne s'arrête pas aux preuves ni aux radars. Elle continue dans chaque regard qui interroge le ciel avant de parler. La souveraineté n'est plus un mot de discours, mais une habitude. Vérifier, comprendre, transmettre. Dans les écoles, les jeunes apprennent à lire la transparence comme une compétence civique. Dans les marchés, les anciens répètent que la mémoire protège mieux que la peur. À travers les frontières, les conversations s'élargissent. Comment partager la vigilance sans perdre la confiance? Chaque nation, chaque citoyen devient un fragment de ce réseau invisible né d'une nuit d'évitement. Le pouvoir ici n'est pas d'imposer mais de relier. La caméra s'éteint, mais le dialogue commence. Peut-être que la véritable force du Sahel réside là, dans cette capacité à faire circuler la vérité d'une bouche à l'autre, d'un écran à une conscience. Et vous, que ferez-vous lorsque votre ciel semblera trop silencieux ?